Bonjour à tous, la médecine entre dans une ère inédite, celle où chaque patient pourra disposer d'un double virtuel, un jumeau numérique qui est capable de simuler son corps, ses maladies, les réactions au traitement. Alors est-ce à dire que c'est la prochaine révolution pour la médecine prédictive? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Je vais me tourner d'abord par Laure Fournier, vous êtes médecin radiologue, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qui vous êtes? Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, je suis médecin radiologue, je travaille à l'hôpital Georges Pompidou à 2 pas d'ici, dans le 15e. Et je me spécialise depuis un petit bout de temps sur mes travaux de recherche sur l'intelligence artificielle, avec des projets en particulier de collaboration avec des industriels sur le jumeau numérique. À ses côtés, Lionel Reichard. Pareil, je vais vous laisser vous présenter. Vous avez tellement d'expertise que ça va être difficile de résumer ça. La barre est haute. Merci de l'invitation à Futura et BPI. Effectivement, ça fait une quinzaine d'années maintenant que j'explore les sujets du digital en santé à travers mon double numérique, mon nom de blogueur PharmaGeek. J'ai beaucoup travaillé sur l'IA en santé, notamment à travers une newsletter qui s'appelle Iatus et Iatrogénique pour explorer les effets et les impacts de l'IA en santé. Et puis, je suis membre du board de Sophia Santé, qui est la société francophone d'IA en santé, qui va faire d'ailleurs, j'en profite de faire un peu de publicité, son premier congrès aux Hospices civils de Beaune la semaine prochaine sur les jumeaux numériques. Donc, n'hésitez pas à venir pour nous voir là. Ça tombe bien. Et enfin, Jérôme. Jérôme, vous appartenez à la start-up Qualys. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc moi j'ai débuté en onco-hémato il y a très longtemps. J'ai fait une start-up en thérapie cellulaire aux États-Unis. Et lorsque je suis revenu en France, j'ai fait 20 ans chez Microsoft. Et dernièrement pour vendre de l'IA en healthcare life science. Et j'en ai profité de cette double expérience pour fabriquer une start-up qui est donc Qualys, à l'intérieur de laquelle on a créé la plateforme TwinMe, qui est un générateur de jumeaux numériques et donc qui crée des jumeaux numériques à façon à partir de données de santé et d'une question de recherche à laquelle on cherche à répondre. Voilà. Alors, on est là pour parler jumeaux numériques. Le terme est un peu très générique. Je suppose que chacun d'entre vous, à travers vos expertises, en a une définition propre. On va peut-être rebondir sur vous, Jérôme. Quelle est votre définition du jumeau numérique? Alors, le jumeau numérique est effectivement très polysémique. Et le problème, c'est qu'il a été créé dans l'industrie manufacturière avec beaucoup de données, beaucoup plus de données qu'on dispose en santé, des données de qualité structurées. Et du coup, on a essayé de transposer cette modélisation dans le domaine de la santé, où en fait, on a un objet physique, le patient, pathologique, un objet logique, le jumeau numérique, qu'on met en relation au travers soit d'une simulation physique avec des équations, soit avec de l'IA générative qui va apprendre de certains patterns. Et donc, on a cette double relation. Et en fait, il y a une gradation entre le modèle, c'est-à-dire j'ai un modèle qui va représenter un patient. J'ai Digital Shadow où le patient va alimenter le modèle avec ses données en temps réel, mais c'est unilatéral. Et j'ai le Digital Twin où on a une communication bilatérale, c'est-à-dire que le patient voit ses données en temps réel au modèle qui produit des prédictions qui vont modifier la prise en charge du patient. Voilà. Et donc le jumeau numérique, c'est une représentation à une certaine échelle, ça c'est important. Il faut trouver la bonne échelle pour prendre une décision clinique éclairée et suffisamment sûre pour le patient. Alors on parlera de la responsabilité bien entendu. Est-ce que l'un des deux autres intervenants veut compléter cette définition? Non, je pense que Jérôme a bien résumé ce qu'était le jumeau numérique. Après, on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Il y a 1 an et demi, je crois, à Paris Santé Campus, Yannick Neuder, alors ministre de la Santé, a parlé du développement d'un jumeau numérique de système de santé. Donc on a des jumeaux numériques de bâtiments, notamment d'hôpitaux, à travers le BIM. On peut simuler la vie d'un hôpital dans sa vraie vie, avant la construction et dans son évolution. Et on peut effectivement l'appliquer aux patients. Il faut notamment une relation très dynamique entre l'objet physique et l'objet virtuel pour pouvoir avoir vraiment une terminologie de jumeaux numériques. On a beaucoup de publications là-dessus. Il y a une publication récente qui montre que seulement 12% des publications sur le jumeau numérique correspondent réellement à un jumeau numérique tel qu'il est défini par l'Académie des sciences aux États-Unis, mais beaucoup sont des modèles prédictifs plus ou moins avancés, mais qui ne correspondent pas forcément à cette notion dynamique, mais on en reparlera tout au long de cette table ronde.
Laure, un complément par rapport à cette définition? Oui, alors bien sûr, je suis d'accord avec ces définitions. Mais alors, moi, c'est un peu particulier. Je suis médecin radiologue, donc mon travail à moi, c'est de regarder à l'intérieur du corps des patients pour décrire ce patient individuellement. Et du coup, le principe, on va dire, du jumeau numérique, il peut être appliqué de manière un tout petit peu différente dans mon domaine. C'est, on va dire, un petit détournement quelque part de l'idée. D'abord, c'est la représentation visuelle du contenu de mes images, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait un scanner d'un patient, il faut être radiologue un peu pour le lire quand même. Mais pour communiquer les résultats, on peut imaginer des reconstructions qui soient plus visuelles, qui permettent de résumer en fait l'ensemble de la maladie, par exemple, d'un patient. Et l'autre chose, c'est d'aller chercher des jumeaux à mon patient. Et donc l'idée derrière ça, c'est de se dire, j'ai un patient que j'ai caractérisé, qui a un certain nombre de caractéristiques, et je vais aller chercher dans l'historique de mes patients des patients qui lui ressemblent. Et peut-être que ça va m'apprendre quelque chose sur ce patient en particulier. Donc, j'avoue, c'est un petit détournement de la définition du jumeau numérique, mais je pense que c'est aussi une manière d'utiliser des modèles de patients pour bénéficier la santé. De toute façon, le champ d'application est très très large. Justement, parlons un petit peu pour qu'on se rende un peu plus compte de ce que c'est un jumeau numérique. Quelles sont les applications potentielles, Lionel? Alors les applications sont nombreuses, effectivement, selon si on parle d'un bâtiment ou d'un patient. L'idée, effectivement, c'est d'avoir un modèle qui permette d'avoir une projection prédictive de l'effet d'un traitement, de la préparation d'une opération, d'une modélisation d'un organe et de son évolution. Voilà, donc il y a pas mal d'applications qui sont possibles. On les voit aujourd'hui arriver, beaucoup en cardiologie, en oncologie, l'évolution d'une tumeur, par exemple, qu'on peut simuler. Et puis après, il y a des choses, comme on parlait tout à l'heure, à l'échelle d'un système de santé, l'évolution d'une population, de voir, par exemple, la démarche d'une promotion de santé autour du tabac, quel effet ça va avoir sur la population qu'on aurait pu projeter et simuler, ou la mise en place d'un objet de santé qu'on va mettre au milieu d'une population et voir quelles peuvent être les directions que prendrait cette population. On peut imaginer plein d'applications possibles, si tant est qu'on ait les données nécessaires et suffisantes, pertinentes et dynamiques pour pouvoir le faire. Alors et c'est la limite de l'exercice. Voilà, c'est un des sujets qu'il va falloir forcément aborder, c'est la donnée, comme dans toute l'intelligence artificielle. Comment on peut s'assurer d'avoir une donnée fiable, parce que c'est un peu le cœur du réacteur. Vous, de votre côté, comment on peut s'en assurer? Alors, je pense que déjà, selon le sujet qu'on va aborder, il faut voir quelle est la donnée qui est nécessaire, parce que on parle tout le temps d'un volume immense de données de santé. On sait, on dit que 30% des données produites dans le monde sont des données de santé. En fait, ce n'est pas simplement une question de masse, c'est une question de pertinence et je dirais de capacité à mettre en perspective, en contexte. Donc toute la question de l'interopérabilité qui est derrière, qui va permettre de donner un certain nombre de sujets. Et puis selon le travail, il va y avoir des données qui sont des données cliniques assez facilement collectables, qu'on a déjà dans nos systèmes hospitaliers, en pharmacie ou chez le médecin. Et puis il va y avoir tout l'enjeu des données de vie réelle et des données comportementales, qui sont encore d'autres données, parce qu'un jumeau numérique n'est pas le patient, et le patient, on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une expérience, c'est des difficultés de vie, c'est des tas de choses qui rentrent en compte. Mais on a énormément de données. Il faut être capable aujourd'hui de choisir les données, les biomarqueurs, les données omiques qu'on a besoin ou les données comportementales qu'on a besoin pour traiter un sujet. Ce que disait Jérôme en introduction, c'est-à-dire qu'on veut régler un problème, on veut prendre une décision, on veut aider une problématique, et c'est là où il faut choisir les données et s'assurer qu'on a des données de qualité là-dessus. Une réaction, là? Oui, alors moi je suis un peu la productrice de données ici. Donc ce qu'il faut que les gens se rendent compte, c'est que quand un médecin travaille, il produit de la donnée, certes, mais dans sa tête, il n'est pas en train de travailler pour construire le jumeau numérique, en fait. Il est devant son patient, il interagit de manière naturelle et il va souvent faire un petit compte-rendu, mais ce compte-rendu, malgré lui, il va être souvent un peu incomplet, parfois imprécis. Pas parce que le médecin travaille mal, mais parce qu'au moment où il interagit avec son patient, il comprend très bien ce qu'il est en train de dire. Sauf que ce qu'on écrit, ça sous-entend tout un tas de choses. Donc il y a beaucoup de non-dits
dans la donnée de santé de tous les jours. Et ça, de fait, un ordinateur, l'intelligence artificielle ne peut pas deviner ce qu'il y a derrière. Donc il y a le non-dit, et puis il y a aussi le fait que la majorité des données ne sont pas des choses qui sont bien rangées dans un tableau, c'est plutôt du texte, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire là. Je suis en train de parler naturellement, c'est du texte, c'est ce que je fais dans ma consultation, dans mon compte-rendu de radiologie aussi, même si ce sont des mots plus précis et médicaux, mais ça reste du texte. Et ça, ce texte, il va falloir aller chercher l'information dedans. Et à la fin, on se retrouve avec des données qui sont, alors peut-être en grande quantité, mais dans laquelle il faut aller rechercher la pépite d'or. Mais est-ce que ça veut dire que c'est là où l'IA peut-être va pouvoir permettre d'améliorer les choses? Alors l'IA nous aide à trouver l'information dans les données de santé, si elle est présente. Comme je disais, si c'est un non-dit, elle n'est pas présente. Et il y a une chose supplémentaire qui est assez problématique dans les données de santé, c'est que pour en avoir beaucoup, il faut souvent remonter loin dans le temps. Donc je vais aller chercher des données qui ont 10 ans. Mais il y a 10 ans, on ne faisait pas la médecine comme aujourd'hui. Et j'ai un collègue qui aime bien dire, quand on fabrique un modèle, on fabrique sur des données d'hier avec l'algorithme d'aujourd'hui pour le patient de demain. Mais il y a quand même une problématique de pertinence et d'évolution extrêmement rapide de la médecine. Et quelque part, il faut que nos données arrivent à suivre en fait. Comment ça se passe, vous, pour du coup TwinMe par rapport à cette problématique de données? Alors nous, justement, il faut rappeler que le jumeau numérique était issu de l'industrie. Sur les chaînes de production, j'ai des capteurs IoT qui, toutes les 100 millisecondes, vont cracher de la donnée de qualité. Et là, je vais pouvoir entraîner un modèle d'IA. En santé, si j'ai un patient ALD, enfin affection de longue durée, bien suivi, il va avoir 4 visites par an, il va produire 25 points de données à chaque visite. Donc j'aurai 100 points de données par an pour un patient. Et je suis dans le marécage de l'IA en termes d'apprentissage, c'est-à-dire que l'IA, elle aime bien avoir une seule catégorie de données et beaucoup de données dans cette catégorie. Donc les LLM, ils consomment du token et ils en ont des pétabytes. Et le problème en santé, c'est qu'un patient dans le SNDS, donc Système de données de santé nationale, il est représenté par 300 variables et au final, j'ai 68 millions de lignes. Ce qui n'est pas des pétabytes de données. Et donc, au final, on est dans un régime qu'on dit HDLSS, High Dimensionality, donc beaucoup de dimensions et très peu de profondeur d'échantillons. Et ça, pour l'IA, c'est le marécage. Il y a une règle implicite, enfin empirique, qui dit qu'il faut 100 fois plus de lignes de données, d'échantillons, que de variables. Donc, si j'ai 300 variables, il me faut au moins 300 000 lignes d'échantillons, et ça, la plupart des corps cliniques ne l'ont pas. Et donc, le problème, c'est qu'on va entraîner des IA sur des données déjà qui manquent de qualité, qu'on va agréger pour essayer de remplir le bus, entre guillemets, de données, mais effectivement, rien qu'une donnée d'analyse biologique, si je suis sur une chaîne Roche, c'est pas pareil qu'une chaîne Abbott, donc la valeur sodium donnée n'est pas forcément comparable. Et donc, il y a beaucoup d'approximations pour obtenir un volume de données qui permettent l'apprentissage d'une IA. Et donc, on a essayé de gommer cette règle, mais ça reste quand même garbage in, garbage out. Donc, il faut faire très, très attention à la qualité de données d'apprentissage. Sinon, on va pourrir tout le pipeline de production de valeur d'une IA. Et vous, comment vous faites du coup avec TwinMe, ce que vous proposez justement de produire ces jumeaux numériques, comment ça se passe? Alors nous, on a des contrôles qualité de données en entrée. Donc avec des mesures de distance, de distribution, etc. Donc on peut éliminer certains outliers qu'on appelle, enfin des points complètement pas recevables. Et on a surtout un module qui s'appelle le Smart Data Fertilizer qui va, lui, boucher les trous du gruyère. Parce que pareil, sur une matrice, une cohorte, des fois on a une donnée, mais le patient d'à côté, on ne l'a pas. Il n'a pas eu la visite, il n'a pas fait sa consultation, donc il va boucher les trous du gruyère et utiliser l'IA générative pour redistribuer, reproduire les distributions. Et en fait, ce Smart Data Fertilizer, il a pour but d'obtenir la masse critique pour sécuriser l'apprentissage de l'IA. Voilà. Et donc, on a plusieurs algorithmes qui vont venir créer de la donnée. Et comme tu en parlais, Lionel, par exemple, sur un exposome, sur une cohorte de 600 personnes, j'ai besoin de savoir si c'est Madame Michu qui mange des brocolis, qui prend son chien.
Quand j'ai augmenté la cohorte à 1 million, je suis en population générale. Et là, je peux dire que 25% de la tranche 18-25 ans fument. Et là, je peux injecter de la donnée d'exposome ou d'exposition au soleil et en fait créer de l'information par rapport à une cohorte imprécise, manquant de fidélité ou de cohérence. Voilà. Et donc... Alors, est-ce qu'il y a un sujet aussi sur la sécurité et la confidentialité des données? On est quand même sur des données de santé. Est-ce que ça, c'est un vrai sujet par rapport au numérique et comment on peut s'en prémunir? Alors, c'est un vrai sujet parce que déjà, pour avoir accès aux données, c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup d'hôpitaux qui font des EDS. Ils ont eu des fonds pour créer les EDS et ils s'aperçoivent maintenant qu'il faut les maintenir et il n'y a plus les fonds. Donc souvent quand on leur demande de les donner, c'est mais qu'est-ce que j'ai en échange et voilà, qu'est-ce que j'en retire, et c'est tout à fait normal, mais cette partie n'a pas été traitée. Et ensuite sur la sécurité des données, c'est justement le fait que toutes ces plateformes cloud doivent être projetées dans les data centers des hôpitaux pour pouvoir traiter les données. Et encore, c'est une forme de mensonge puisque la donnée auquel ne bouge pas du data center de l'hôpital, mais moi ce que je vais retirer c'est un modèle entraîné et du coup j'ai plus besoin des données. Donc je retire une valeur, c'est un peu comme un jus d'orange magique, je presse les oranges, elles restent dans le data center mais moi je repars avec le jus, voilà. Lionel, peut-être une réaction, vous, sur votre regard justement là-dessus? Je voudrais pas qu'on passe trop de temps sur la question, parce que la question de la sécurité de la donnée, elle est là tous les jours, on le voit d'ores et déjà, il suffit d'allumer son poste de télévision, regarder les infos. Je voudrais revenir sur ce que disait Laure tout à l'heure. Je pense que le grand changement du jumeau numérique, c'est la temporalité médicale. C'est ça qu'on cherche. C'est qu'aujourd'hui, on dit souvent avec le digital, moi je suis un observateur du digital depuis 15 ans maintenant, c'est vrai que le digital, l'IA est un peu le dividende de cette évolution digitale, cette captation de données, d'arrivée des wearables, de l'Internet des objets qu'on a vu. La temporalité médicale, on est en train de passer du cure, c'est-à-dire on a quelqu'un qui arrive parce qu'il a une maladie déclenchée, parce qu'il s'est cassé le bras et il a besoin d'une radio, parce que une logique de care, c'est-à-dire on veut regarder plutôt, au lieu de regarder dans le rétroviseur, regarder dans le pare-brise de la voiture et dire qu'est-ce qui va arriver, peut arriver. Alors la génétique est arrivée pour ça, mais il y a des tas d'autres choses qui peuvent arriver, de données de vie réelle qui vont nous permettre, et le jumeau numérique peut nous permettre ce changement de temporalité médicale dont on a infiniment besoin. Et il suffit là aussi de regarder les infos pour voir que notre système de santé va pas bien. On n'a plus d'argent, on n'a pas de médecins, on a une population qui vieillit. Donc il faut qu'on soigne autrement. Et c'est vrai que le jumeau numérique répond un peu à cette attente-là, à ce besoin-là, en se disant si je peux projeter toute ma population sur un double virtuel et voir comment il va évoluer et comment, si j'interviens sur un groupe de population ou sur une personne en particulier d'une certaine façon, je peux arriver à faire changer la trajectoire. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et ce sujet des sécurités de données, il est là en permanence. Il nous intéresse passionnément parce qu'on sait la sensibilité de ces données-là, d'autant plus que si on veut vraiment parler d'un jumeau numérique, c'est-à-dire une représentation virtuelle mais quasi réelle, dynamique de la personne, ça veut dire une collecte de données comportementales, de vraie vie encore plus importante, donc des données encore plus sensibles. Voilà, mais il ne faut pas se focaliser là-dessus parce que sinon on va s'empêcher de faire des choses. Mais alors est-ce que c'est comme je disais en introduction, le jumeau numérique et la révolution de la médecine prédictive, est-ce qu'on va baser là-dessus? Est-ce que c'est vraiment ça l'avenir ou jusqu'où on peut aller? Quelles sont les prochaines perspectives? Moi, je pense effectivement, comme disait Lionel, sur la notion de jumeau numérique, c'est-à-dire de la capacité pour le patient de réalimenter le modèle, ça peut être perçu comme très intrusif. C'est-à-dire qu'avoir des objets connectés qui vous pèsent, qui vous mesurent, qui mesurent la tension, des questionnaires qui vous demandent qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est excessivement lourd. Et donc, il va falloir trouver une balance entre l'intrusion dans la vie personnelle et le bénéfice clinique qui peut en retirer. Alors, une réaction? Oui, moi ce que j'avais envie de dire, c'est que, alors effectivement, moi je trouve vous savez, finalement, quelqu'un qui va bien est un malade qui s'ignore. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer qu'à force d'être monitoré tout le temps, on va tous se regarder le nombril et se sentir malade en permanence. Moi, d'un point de vue vraiment de médecin, alors d'abord, on fait de la médecine prédictive tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que, moi je travaille en cancérologie, quand un patient arrive avec un cancer, on essaye de le mettre dans une
dans une case parce qu'on sait qu'on essaye d'évaluer son risque statistique, que ça se passe plus ou moins bien et donc qu'il faut agir de telle manière, faire de la chirurgie, donner un traitement, etc. Ceci étant dit, il y a quelque chose un peu particulier avec l'IA et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'interpelle, c'est que aujourd'hui la réglementation européenne et française exige que l'IA soit contrôlée par un humain. Mais quand on fait une prédiction dans le futur, moi, je ne peux pas la contrôler parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Et donc, il y a quelque chose d'un peu... Je ne veux pas dire dangereux parce que c'est trop fort comme mot, mais quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention. Parce que, comme on disait, en vrai, pour l'instant, c'est quand même de la recherche. On n'a aucune idée si ce genre de modèle va entraîner un bénéfice ni à l'échelle du patient, ni à l'échelle de la population. Donc, moi, je trouve ça génial, je trouve ça excitant. Je pense que ça peut nous apprendre beaucoup de choses. Ça nous apprend déjà des choses sur nos données, justement, sur de quoi il faut, qu'est-ce qu'il faut récolter, etc. Mais voilà, il y a quand même une interrogation sur l'utilité pratique. Et est-ce qu'on va les mettre en place, hein, je ne veux pas casser le rêve de tout le monde, mais est-ce qu'on va les mettre en place, dans quelles conditions, à quel coût? Il y a la question du coût. Avant d'aborder la question du coût, il y avait aussi les questions des garde-fous. Effectivement, l'intervention de l'humain par rapport à ce jumeau neuronique-là, jusqu'où ça va? Si jamais un patient décède, qui est à la responsabilité? Quels garde-fous on peut mettre en place justement pour se prémunir de ces problèmes? Alors ça pose, il y a pas mal de sujets là-dedans. Et dans les sujets qu'on a soulevés là, il y a des sujets d'inégalité. Ça peut être aussi générateur d'inégalité. On parle d'objets connectés. On parle de données à collecter. On voit aujourd'hui tous les outils de prévention de deuxième ou de troisième médecine en place, où je vais payer 6 000 € pour un scanner corps complet, mon séquençage génétique, mon suivi biologique pour me dire mes perspectives de... on voit bien que tout ça va poser pas mal de questions à l'avenir sur qui va avoir accès à cette prédiction-là. Et puis après, une fois qu'on a un jumeau numérique et qu'on fait de la prédiction, mais le médecin en fait déjà la prédiction. Quand il voit rentrer son patient qui est obèse, qui a les doigts pleins de nicotine, qui ne fait pas d'exercice, à qui il dit sans arrêt « Monsieur Martin ou Madame Michu, je vous ai dit, ça serait bien de manger mieux, de bouger plus, de faire attention, d'arrêter de fumer ». Il sait le devenir de ce patient-là. Il ne sait pas exactement la date et l'heure, mais il sait qu'a priori, ça ne va pas bien se passer pour lui et pour autant, il n'arrive pas à changer le comportement et le patient ne change pas le comportement. Et beaucoup de médecins, moi je travaille beaucoup sur la prévention cardiovasculaire, finissent par abandonner parce qu'ils disent on a beau leur dire qu'il faut changer, soit on devient hyper anxiogène et on fait vivre le patient dans une anxiété permanente, j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et voilà. Et puis il y a des tas de sujets sur lesquels on ne peut rien faire. Et on l'a vu arriver avec les gens qui faisaient les premiers séquençages génétiques aux États-Unis ou ailleurs et qui disent j'ai une très forte probabilité d'avoir telle ou telle pathologie ou telle maladie neurodégénérative. Une fois qu'il le sait, il ne peut rien faire pour ça. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est toute cette question aussi de l'après qu'il faut anticiper parce que prédire, c'est bien. Mais si je ne peux pas changer la trajectoire ou pas modifier des choses, qu'est-ce que j'en fais? Et je crée que de l'anxiété. Donc ces garde-fous, il y en a eu, il y a des publications. Alors il y a eu tous les rapports de bioéthique récemment. Il y a eu la DNS, l'ANS qui ont fait un rapport sur l'éthique autour des jumeaux numériques. On est sur un outil de recherche avec tout l'encadrement, mais de façon générale, même sur l'IA en santé, même sur le digital, quoi, sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, on observe et ça va très vite, beaucoup plus vite que nous parfois. Et on a tendance à essayer d'encadrer a posteriori beaucoup de choses, mais voilà, et je crois qu'il faut replacer l'humain toujours au centre. Alors c'est un peu galvaudé comme terme, mais c'est tellement important de remettre la relation, de remettre de l'humain, de redonner la place à chacun. Et puis il faut aussi donner l'empowerment, l'autonomie à chacun de décider ce qu'il veut faire. J'ai ces données-là, je décide de me prendre en main, de bouger. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Il ne faut pas les obliger à ça. Et après, il y a toute la question du modèle économique et des payeurs, c'est-à-dire les payeurs assurantiels. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça aussi derrière? Mais je devance un peu l'appel, mais là aussi, il y a une inquiétude à avoir qui est réelle. C'est un vrai sujet. Sur la régulation, effectivement, ça va tellement vite qu'elle est toujours un peu en retard par rapport, ou même beaucoup en retard par rapport à l'avancée technologique. Il y a aussi des problématiques de divergence, c'est-à-dire qu'actuellement, on a par exemple
un rail sur les medical devices qui demande certaines exigences du moment qu'ils embarquent de l'IA, notamment que l'IA soit versionnée, soit en version inférente et pas en apprentissage continu. Et l'IA Act pour les dispositifs médicaux qui rentrent donc dans le haut risque, où on a un autre set d'exigences. Et donc ça fait double travail pour une start-up, donc ça crée des coûts par rapport à ça pour être conforme. Et cette conformité, elle peut être de façade, c'est-à-dire que je peux produire toute la documentation où j'ai check, mais en fait mon jumeau numérique, il est approximatif et il va bypasser tout ça. Et donc on risque de se retrouver comme dans le nucléaire, l'aérien, enfin tout ce qui est critique, où en fait la régulation va peut-être se faire, comme tu disais, par les tribunaux et par les assureurs. Hier, le 737 MAX, il y avait toutes les régulations en place pour réguler l'avionneur et il est bypassé et ça s'est fini au tribunal. Voilà. Et au final, je terminerai là-dessus, c'est qu'il faut, et nous on insiste dessus, il faut que toute implémentation d'IA à l'échelle fasse l'objet d'une évaluation médico-économique indépendante. C'est-à-dire que est-ce que ça sert vraiment le collectif ? Est-ce que ça rend un service médical? Et est-ce que, je ne sais pas, un acteur qui va prendre sa part léonine du marché parce qu'il a un truc qui marche, mais il y a un équilibre à trouver entre la rémunération des modèles et le bien commun. Voilà. Laure, tu voulais réagir? Oui, moi je voulais dire que d'abord, il faut quand même qu'on dise qu'en France et en Europe, on est quand même beaucoup plus protégés que dans d'autres pays. Donc quand même, par rapport à, que ce soit d'ailleurs la sécurité des données ou les garde-fous. Par contre, ce dont je parle là, ça s'applique aux dispositifs médicaux qui rentrent effectivement dans quelque chose d'extrêmement structuré, même si ça a ses défauts. Mais par contre, ça ne s'applique pas à l'application que je vais avoir sur mon téléphone, sur ma montre, etc. Donc j'en profite pour faire un petit point d'attention, c'est que ces choses-là, elles, ne passent aucun test, ne sont validées d'aucune manière. Et c'est vrai que ChatGPT, pour ne pas le nommer, n'a pas de connaissances médicales, n'a pas été testé pour ça. Et pourtant, les gens s'en servent tous les jours. Donc juste un petit point d'attention par rapport à ça. Ensuite, effectivement, question sécurité, je pense qu'il ne faut pas paniquer. Comme je disais, les choses sont quand même très encadrées. À mon avis, les gens donnent beaucoup plus de données spontanément en ligne tout seuls que ce que font les professionnels, qu'ils soient industriels ou médecins. Donc voilà, on a quand même un peu galéré avec le fameux RGPD. Maintenant, on s'y est habitué. Il va y avoir l'espace européen de données de santé qui devrait nous aider quand même à travailler de manière à la fois propre, mais de faire avancer la recherche. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Après, question garde-fou, si je peux encore prendre 2 petites minutes. Donc on dit c'est l'humain l'humain doit toujours valider l'IA. Et en fait, peut-être que ce qui reste comme question à répondre, c'est qui l'humain dans cette histoire? C'est quel humain en fait? Parce qu'on s'imagine toujours que ça doit être le médecin, mais ça sous-entend que le médecin maîtrise extrêmement bien l'outil. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit former nos médecins à ça et qu'ils doivent comprendre tout un tas de choses qu'ils n'ont pas appris jusqu'à maintenant. Donc voilà, bon après j'ai envie de dire quand on est médecin, on est tout le temps en train d'évoluer dans nos connaissances. Donc je suis optimiste, je pense qu'on est capable d'apprendre ça, mais malgré tout c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se penche. Alors il y a quand même beaucoup d'initiatives pour former les médecins, et pas que les médecins d'ailleurs, mais voilà, c'est aussi un point d'attention. Et puis est-ce que vraiment il n'y a que le médecin qui est responsable de l'utilisation de cet outil? Je pense que c'est un débat qui devrait avoir lieu. Les gens le disent, mais finalement, ce débat de fond, il n'a pas vraiment lieu. Et aujourd'hui, je pense que c'est quand même les médecins qui portent un peu la responsabilité. Alors, il y a une question aussi économique, bien entendu, c'est un peu souvent le nerf de la guerre. Comment on fait, parce que ça coûte encore très cher. Alors, certainement que dans les années à venir, la facture sera un peu moins lourde, mais dans un système de santé, tu le disais, Lionel, qui ne va pas très bien en ce moment, notamment économiquement, comment on fait pour rendre viable ça économiquement et qu'il n'y ait pas non plus des disparités justement entre les différents systèmes de santé? Jérôme l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord on fait la même chose qu'avec le médicament, c'est qu'à un moment donné on montre tout l'apport médical de
de l'algorithme, de l'IA sur soit le système de soins, soit la personne, versus ce qui peut exister par ailleurs. On essaye de démontrer. Après, la difficulté, c'est de prendre aussi en compte tout le coût écologique de ces outils-là, qui n'est pas négligeable non plus. Il faut quand même un certain nombre d'entrepôts, de ressources électriques, d'eau pour pouvoir faire tourner tous ces systèmes-là. Donc là aussi, on voit bien toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui aux organismes habitués à valider les médicaments pour valider ne serait-ce que les applis et puis demain les algorithmes. Alors, ce que disait Laure, je la rejoins totalement là-dessus. Après, d'abord, l'Académie de médecine a été très claire. Vous êtes responsable au bout du bout, quoi qu'il arrive de tout. Donc, et ça, mais on parle de la responsabilité médicale. Est-ce qu'il y a un autre terme à inventer plus large que simplement la responsabilité médicale là-dessus? Et puis après, je comprends, les médecins peuvent apprendre, mais je suis désolé, sur le médicament, j'ai travaillé dans l'industrie pharma pendant 20 ans. J'ai pas beaucoup de médecins qui sont capables de m'expliquer exactement comment la molécule fonctionne. Ils ont une AMM qui a validé, une autorisation de mise sur le marché. Il y a un certain nombre d'institutions qui leur ont dit il y a le go, il y a le prix, il y a l'autorisation de prescrire dans telle ou telle indication. Et je ne dis pas qu'ils ne vont pas chercher plus loin, je vais être caricatural forcément, mais certains connaissent bien le fonctionnement de la molécule, mais ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'il y a sous le capot, comprendre exactement le moteur. Ça sera probablement pareil avec l'algorithme demain, parce qu'on ne peut pas demander à un médecin de comprendre quelles données ont été utilisées, quels biais ont pu être introduits, quelle population a pu... C'est impossible. C'est impossible, donc il va falloir se faire confiance et mettre des jalons. Et sur le modèle économique, prendre en compte effectivement le bénéfice pour le patient et le système de santé, c'est ça le plus important. Jérôme, peut-être sur le modèle économique et sur comment on peut rendre ça viable à grande échelle. Oui, sur le modèle économique, nous, on milite pour la création d'une branche santé prédictive et pas qu'il soit financé par article 51 et autres, parce que ça, au bout de 2-3 ans, on n'a plus de budget et ça s'arrête. Et la difficulté, c'est le modèle économique. C'est-à-dire que si actuellement on est en T2A, paiement à l'acte, si par la médecine prédictive, j'évite des hospitalisations parce que je traite le patient avant que ça devienne trop compliqué, trop aigu, en fait, je retire du budget aux hôpitaux puisqu'ils sont payés quand quelqu'un occupe le lit. Et donc, au global, le système de santé, on se dit, ça va gagner puisque j'ai empêché une complication, mais on laisse des acteurs. Donc, il faut vraiment revoir toute l'architecture du paiement de ce système de santé pour rendre cette médecine prédictive possible. C'est-à-dire que chacun y retrouve son compte, y compris le fournisseur d'IA, sans parler aux NIN, c'est-à-dire qu'on contrôle tout, mais tant qu'on n'aura pas fait cette mutation de l'architecture du système de financement, on ne pourra pas vraiment passer à l'échelle sur ce genre d'expérimentation. Laure, sur la question du financement? Oui, alors d'un point de vue extrêmement pratique, alors au-delà du jumeau numérique, parce que forcément il n'existe pas encore aujourd'hui, mais on va dire des outils d'IA en santé, donc on en a en radiologie. Le souci, c'est qu'ils ne sont pas remboursés. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est à ma charge de décider d'acheter cet outil. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines d'outils qui existent et chacun d'entre eux vont me coûter... allez, pour donner un chiffre, 40 000 € par an, par exemple. Je ne peux pas me permettre d'en acheter 10, quoi. Donc c'est un problème extrêmement pratique, quoi. Vraiment extrêmement pratique. Et à ma connaissance, alors c'est pas ma spécialité, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'outils d'IA, enfin d'entreprise d'IA en santé, qui est rentable. Pour l'instant, c'est comme les LLM, hein. On sait très bien qu'ils ne sont pas rentables. Donc tout le monde est en train de parier sur l'avenir. On a de la chance, on met de l'argent là-dedans et ça nous arrange parce que c'est comme ça qu'on fait avancer la recherche et c'est comme ça qu'on va faire des découvertes et qu'on va faire avancer la médecine. Donc moi je suis très contente qu'il y ait des investisseurs qui parient sur l'avenir et qui mettent de l'argent sur la table, mais à terme, on ne sait pas qui va le payer et clairement, c'est vrai que notre financement de la santé n'est pas au beau fixe, quoi. Donc, il faut effectivement réfléchir complètement différemment. Il faut se demander quel est le bénéfice réel. Donc, aujourd'hui, c'est quand même à ma charge, enfin la mienne, mon hôpital, etc.
Et là, on tombe sur la nouvelle difficulté qui est que on a été extrêmement focalisé sur ces outils en termes de performance technique, c'est-à-dire à quel point ils donnent la bonne réponse, on va dire, à quel point ils ont raison. Et on n'a pas évalué, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le bénéfice pratique. Qu'est-ce que ça me fait gagner? Est-ce que ça me fait gagner du temps? Est-ce que ça me fait gagner de la confiance dans mon diagnostic? Ou est-ce que effectivement le bénéfice va être dans 10 ans? Et comment est-ce qu'on finance l'idée qu'on aura un bénéfice dans 10 ans? À l'échelle d'un hôpital qui quand même doit boucler son budget tous les ans, c'est un peu compliqué, quoi, hein. Donc on voit que c'est pas résolu. Encore une fois, il ne faut pas que ça nous empêche de continuer à réfléchir, à faire de la recherche, etc. Parce que voilà, si l'outil n'existe pas, de toute façon, on n'aura pas besoin de le payer, c'est l'avantage. Mais ça reste une problématique et qui est quand même en plus différente dans tous les pays du monde. Parce qu'en France, on finance la santé d'une certaine manière, aux États-Unis autrement, en Chine encore autrement, etc., etc. Donc, je ne suis pas une entreprise, mais je me dis que pour une entreprise, c'est quand même pas évident de trouver un modèle qui répond à tout, quoi. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour cette table ronde. C'est malheureusement peu par rapport au sujet qui nous préoccupe. Je vais peut-être vous demander à chacun peut-être une conclusion perspective. On a discuté beaucoup de sujets. On a parlé des données, on a parlé de la sécurité des données, on a parlé du modèle économique. Chacun d'entre vous, comment va évoluer le jumeau numérique? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Et qu'est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, où on en sera? Nous, on a, pour mettre le focus sur un cas d'usage, c'est la population synthétique. C'est-à-dire qu'on peut synthétiser des cohortes qui, d'un point de vue statistique, se comportent comme des cohortes pathologiques réelles. Et donc, on arrive à un point, donc c'est un cas particulier d'usage, mais on parlait de la sécurité des données de santé, etc. Une fois qu'on a obtenu l'usage secondaire des données de santé pour produire ces populations synthétiques, on a quand même « This patient does not exist, but he has all the information needed ». Donc avec les populations synthétiques, donc il y a un jumeau numérique particulier d'un modèle statistique, extrait du SNDS, d'autres cohortes, etc. On peut, et nous on l'a déjà fait, appuyer sur un bouton et demander 100 000 patients de cancer non à petites cellules du poumon. Voilà. Et le travail qui nous reste à faire, c'est que les autorités de régulation acceptent ces données synthétiques comme, pas gold standard, mais comme un standard possible. Et vous croyez vraiment que le jumeau numérique, on aura tous notre jumeau numérique dans 10, 15, 20 ans? Est-ce qu'on va arriver jusque-là? Moi, je pense que ça va dépendre de l'évolution du coût marginal, c'est-à-dire la création d'un nouveau numérique, d'un nouveau patient dans un système, et qu'il y aura, je crains quand même, différentes qualités de jumeau numérique et différentes vitesses de médecine, on va dire. Lionel, une conclusion? On mélange beaucoup de choses. En fait, on l'a vu, hein, Laure est revenue sur l'IA à l'hôpital. Le jumeau numérique, c'est un peu l'Everest de l'IA, c'est un peu l'aboutissement. Une fois qu'on a toutes ces données qui sont bien structurées, de qualité, qu'on a des algorithmes qu'on a bien validés, qu'on a bien compris comment fonctionnait une pathologie, un parcours, un patient, on pouvait avoir le jumeau numérique. Donc c'est un peu, voilà, je pense que le jumeau numérique reste très fantasmagorique un petit peu, et peut-être qu'il doit le rester, parce que finalement, il pose plein de questions d'égalité. Par contre, il n'en reste pas moins qu'on a besoin de faire pivoter notre système de santé dans son fonctionnement. Effectivement, de passer beaucoup plus du cure au care. Donc, ça veut dire la prévention. Clairement, on ne sait déjà pas gérer la prévention. Alors moi, je veux bien gérer la prédiction, mais 80% de nos dépenses de santé sont sur des maladies évitables liées à nos comportements. Trop manger, pas bouger, la sédentarité, fumer, l'alcool, des choses sur lesquelles on n'arrive déjà pas à faire évoluer les populations. Alors on peut les projeter d'ores et déjà, mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre plus de prévention dans notre système? Comment est-ce qu'on arrive à responsabiliser plus le patient par rapport à ça? C'est toujours difficile de parler de responsabilité du patient, parce que sur la maladie, il n'est pas responsable pour la plupart du temps, et c'est pas la question, c'est plus de l'empowerment que de la responsabilité dont je parle. C'est de dire, ok, vous pouvez faire quelque chose pour votre santé, vous pouvez, je dirais, anticiper ces outils, ces données que vous avez d'ores et déjà aujourd'hui, parce qu'on en a beaucoup. On a parfois des montres, on a des smartphones qui vont nous dire le nombre de pas qu'on fait, on a des connaissances sur notre sommeil.
tout ça, il y a une éducation. Mais on voit déjà l'éducation sur l'alimentation, elle n'est pas bonne. Enfin, je veux dire, les gens ne savent pas comment manger des protéines, des fibres, des glucides, les bons glucides. C'est déjà quelque chose qui est très peu travaillé aujourd'hui. Donc oui, le jumeau numérique, il est hyper intéressant. Le jumeau numérique d'un bâtiment, le jumeau numérique d'un système, le jumeau numérique d'un parcours. Il y a sûrement des moyens d'améliorer des choses en les simulant. Je fais partie d'une start-up qui, par exemple, va optimiser le déploiement de solutions de télémédecine. Grâce à de la donnée géographique, on va savoir que dans cet endroit-là, il y a peu de médecins, il y a beaucoup de populations âgées, il y a des routes qui sont très peu praticables ou peu de solutions de transport en commun, et que si on doit mettre une cabine de téléconsultation ou faire l'accent sur telle ou telle politique de santé, c'est là qu'il faut faire, et pas comme aujourd'hui où la téléconsultation est 80% utilisée par des jeunes et en ville. Là où il y a des médecins, ou là où ce n'est pas forcément le bon endroit, où il faudrait déployer des choses. Donc c'est toute cette compréhension d'avoir une sorte de double numérique du patient, d'un organe, d'un parcours, d'un système, d'un territoire, où là on va pouvoir, je dirais, voir les effets de telle ou telle chose. Ça, j'y crois profondément. Le jumeau numérique de chacun d'entre nous, pas tout de suite, pas forcément, et encore faut-il, et ce que je disais tout à l'heure, savoir quoi en faire une fois que je l'ai. Parce que moi, on peut tous faire notre séquençage génétique aujourd'hui, même si ce n'est pas autorisé en France, je le rappelle à nos auditeurs, voilà. Mais il y a des tas de solutions sur Internet, mais une fois que je sais la probabilité d'avoir telle ou telle maladie, qu'est-ce que j'en fais? Là, ça pose une vraie question. Mais est-ce que ça permettrait de faire de la médecine très ultra personnalisée? Parce qu'on parlait de diagnostic, c'est aussi ça aussi qui peut permettre ça? Elle l'est déjà dans le cancer. Les seuls aujourd'hui habilités à faire du séquençage génétique, ça va être certains médecins, notamment dans le cancer. On va pouvoir faire de la médecine prédictive et personnalisée, mais ça garde un cadre médical. Alors est-ce que ce cadre est trop dur, trop fermé, trop... On peut en débattre. Aux États-Unis, on se rappelle d'Angelina Jolie, qui a fait son séquençage génétique, qui a fait une mastectomie préventive, qui avait tout un historique familial là-dessus. C'est vraiment du patient empowerment ou poussé jusqu'au bout. C'est clair qu'il faut peut-être donner un peu plus de possibilités aux patients d'avoir des démarches, voilà. Mais il y a eu des conventions citoyennes autour de la bioéthique récemment encore. Il y a eu des évolutions, ça va continuer. Une société, ça bouge. C'est vrai qu'on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut réguler avant comme on le fait en Europe? Est-ce qu'il faut réguler après comme ils le font aux États-Unis? Les deux ont leurs vertus et leurs intérêts. D'un côté, peut-être pour faciliter le business, de l'autre, on trouve peut-être ça compliqué. Finalement, le RGPD, on avait dit que ça allait tuer Internet, tuer le e-commerce, tuer tout. Et finalement, ça a été adopté quasiment dans le monde entier très rapidement parce qu'il faut des garde-fous. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, il faut trouver les garde-fous qui vont bien, qui n'empêchent pas l'innovation, mais qui quand même gardent un petit peu de sécurité pour les humains que nous sommes. Laure, c'est à vous que revient le mot de la fin. Oui, alors, comment je vois le jumeau numérique? Bon, j'aime pas faire des prédictions, vous l'avez compris tout à l'heure, mais d'abord, pour moi, il y a quelque chose qui est relativement simple, qui est le jumeau numérique comme outil de communication. De communication avec le patient, on peut... Encore une fois, je suis radiologue. Quand je montre l'image de scanner au patient, ça ne lui parle pas beaucoup. Si j'ai une représentation qui est beaucoup plus visuelle de sa maladie au patient, je peux mieux communiquer avec lui. On peut imaginer qu'on pourrait du coup projeter au patient en lui disant regardez, si vous continuez à manger comme ça, voici à quoi vous allez ressembler, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc il y a vraiment cet outil de communication avec le patient et il y a des exemples pour les chirurgiens ou en radiologie, les radiologues interventionnels qui peuvent montrer aux patients comment ils vont intervenir, mais aussi un outil de communication entre médecins. Donc quand on fait nos réunions de concertation et qu'on discute des cas des patients, c'est pareil, on est obligé de projeter nos images. L'anatomopathologiste, il montre les cellules qui ont été prélevées, le chirurgien, il explique ce qu'il va faire, etc. Donc on imagine que des représentations visuelles de ce patient-là dont on est en train de parler faciliteraient la compréhension globale de tous les médecins autour de la table. Ça, je vois ça comme une application vraiment pratique, pas risqué, on va dire, en termes de... Parce qu'on n'est pas en train de faire de la prédiction, etc. On est juste en train de faire de la représentation. Et rien que ça, je pense... ça demande quand même des données, ça demande des modèles qui sont capables de les représenter de manière intuitive, quoi. Donc, moi, je pense que une des manières de s'assurer que le jumeau virtuel avance,
c'est de réduire les questions, d'avoir des objectifs peut-être plus simples, plus humbles, mais commencer par ça, parce que comme ça, on peut faire avancer le reste, mais on est déjà en train d'incrémenter la connaissance et la capacité à utiliser ces jumeaux. Après, je voulais juste, dans le mot de la fin, je voulais quand même rebondir sur quelque chose qui avait été dit plus tôt, qui est sur l'égalité. Qu'on se rappelle quand même que tout le monde n'est pas représenté dans les données qui servent à entraîner ces algorithmes. Alors en France, on a une médecine qui touche un peu tout le monde, mais il y a clairement des pays qui ne sont absolument pas, des populations qui ne sont absolument pas représentées parce qu'elles n'ont pas accès aux soins ou qu'elles n'ont pas accès à des soins numériques. Et c'est un vrai problème parce qu'après on essaye d'utiliser ces algorithmes, par exemple dans le dépistage de cancer du sein dans ces populations, et on sait que ça ne fonctionne pas pareil. Donc une petite pensée quand même à l'égalité des chances qui est quand même importante dans ce domaine. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. C'est la fin de cette table ronde. Merci beaucoup Laure, Lionel et Jérôme. La vidéo sera disponible en ligne en replay si vous voulez pousser le sujet. Puis n'hésitez pas à contacter nos différents intervenants si vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup. Merci.